cher Christian Regoubi, puisque j'ai eu l'occasion de vous connaître tout de même depuis quelques années, auriez-vous la gentillesse de vous présenter? Merci, oui, tout à fait. Alors, moi, mon parcours est un parcours essentiellement d'entrepreneur et de communicant, avec peut-être une spécificité, c'est que j'ai développé à travers les différentes sociétés que j'ai créées pendant un peu plus d'une vingtaine d'années, une certaine philosophie de la communication par-delà ce que pouvait être une agence de communication classique. C'est une approche un petit peu globale de la communication, c'est-à-dire considérant que la communication n'est pas simplement une technique au service d'une entreprise, au service d'une stratégie, mais qu'elle est une composante même de la stratégie et du management d'une entreprise. Ce qui se démontre de plus en plus aujourd'hui, puisque quand on parle de management, c'est en gros 90% de communication. Mais pas la communication comme on l'entend, simplement instrumentale, publicitaire, etc., mais la communication interpersonnelle entre les individus. Et ça, on va peut-être en reparler, mais c'est vraiment mon leitmotiv. Je crois que, si vous voulez, sans employer de grands mots, mais la conquête de l'espace vers laquelle l'ensemble de l'humanité court, je pense qu'elle doit se recentrer sur la conquête de l'espace entre les hommes, plutôt que la conquête de l'espace physique. Il y a là un champ énorme qui est largement sous-exploité, ou en tout cas mal exploité. Votre passion de la communication, depuis quelques années, s'est incarnée dans un domaine qui ne m'apparaissait pas naturel pour vous, la cuisine de haute qualité, notamment avec un compagnonnage amical, si je puis dire, avec Alain Ducasse. Vous pouvez nous parler des conditions de votre rencontre, comment ça s'est fait? C'est quelque chose qui est venu un peu par hasard, mais en fait, je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans ce domaine. Outre le fait que j'ai toujours été passionné par la communication, oui, mais par la gastronomie, il s'est trouvé que, étant en partie spécialisé sur les situations sensibles, les communications, les gestions de crise, je me suis trouvé à un moment donné devoir accompagner le ministère de la Santé, notamment au moment de la pandémie grippale, ou en tout cas du risque de pandémie grippale. Et j'ai rencontré à cette occasion un grand cuisinier qui s'appelle Michel Guérard. Je l'ai rencontré au ministère de la Santé lors d'une de mes interventions. Et Michel Guérard avait comme ambition de créer une école de cuisine de santé, c'est-à-dire non pas simplement pour les grands cuisiniers ou les grands chefs, mais pour le cuisinier de base, celui qui est dans un petit restaurant et qui, me disait-il, quand il fait cuire un steak d'une certaine façon, c'est excellent pour la santé, mais s'il le fait cuire d'une autre façon, c'est extrêmement nocif pour la santé. Donc, très à la pointe de ces approches, je l'ai accompagné sur la réflexion, en tout cas la communication sur ce projet. Et pendant un an, je l'ai accompagné avec grand plaisir et nous avons sympathisé. Et puis à l'issue de cette année, nous nous sommes séparés, bien sûr, et 1 ou 2 ans plus tard, c'est-à-dire exactement en 2010, excusez-moi, il m'a rappelé en me disant, voilà, nous voulons, avec les grands chefs français, créer le Collège culinaire de France. C'est quelque chose qui sonne très bien, Collège culinaire de France. Est-ce que vous voudriez venir nous aider? Bien sûr, déjà passionné par cet univers, j'ai accepté. C'est une aide tout à fait bénévole, mais j'ai pu pendant un certain nombre de mois me retrouver une matinée par mois avec sans doute ce que la planète compte de plus grands chefs, ce Collège culinaire de France qui était en gestation et qu'ils ont créé en début 2011, avec Ducasse Robuchon comme coprésident, mais aussi bien sûr Michel Guérard, Paul Bocuse, Yannick Aleno, Anne-Sophie Pic, enfin tous les grands cuisiniers, 15 grands cuisiniers, pour certains d'ailleurs internationalement connus, qui réfléchissaient à l'avenir de la gastronomie française. Et puis, au bout d'un certain temps, je me suis aperçu que c'était passionnant, mais qu'on avait beaucoup de mal à avancer, parce que tous ces grands chefs sont passionnants, passionnés, mais souvent avec des égos qui sont des moteurs nécessaires, mais pas forcément avec des ententes absolues entre eux. Et je me suis dit, ça sera difficile de faire quelque chose qui puisse vraiment aboutir à la hauteur de l'ambition.
Et un jour, je suis arrivé et je leur ai dit, lors d'une des réunions, je leur ai dit, écoutez, voilà, moi je pense que je vais arrêter. J'ai été passionné par toute cette démarche avec vous, sauf que je pense qu'on n'arrive pas à grand-chose et que je me retrouve plutôt dans une cour de récréation d'enfants de maternelle, une bande de copains, plutôt que dans un collège culinaire de France. Donc oui, m'ont-ils dit, mais en particulier Alain Ducasse, très bien, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Que veux-tu faire? Que faut-il faire par rapport à ça? Puisque nous sommes une association, nous n'avons pas forcément d'argent. Et là, je leur ai dit, écoutez, voilà, j'ai étudié la chose. En fait, il y a en France un peu plus de 80% des restaurants qui, en gros, ne font que de l'industriel. Du hors-d'œuvre jusqu'au dessert, les plats sont tout préparés, sous vide, sont achetés à Métro, par exemple, 1,20 € la part, remis à 16 € à la carte. Et il n'y a pas de valeur ajoutée véritable. Et là, dans la plupart de ces restaurants, en fait, il y a quelqu'un qui réchauffe à 11h30. Les 20% restants, ce sont eux, petits restaurants au fin fond de la France, comme restaurants 2 ou 3 étoiles, qui ont les mêmes valeurs, la même pratique que ces grands chefs. Et si on veut faire l'avenir de la gastronomie française, c'est à partir d'eux qu'il faut travailler, sachant d'ailleurs, par ailleurs, que le deuxième marché mondial de McDonald's, c'est la France. Donc le danger est là, sous-jacent, non apparent, et au-delà du prestige de ces grands chefs, c'est un peu les arbres qui cachent la forêt. Je leur ai dit, moi je suis prêt à m'investir pour mettre en valeur ces... Alors ils m'ont dit, Banco, alors que fait-on? Je leur ai dit, voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est de faire un mouvement politique engagé, un mouvement engagé sur un certain nombre de valeurs. Et donc nous avons recruté ces restaurants, ces producteurs artisans de qualité, sur des critères bien précis, c'est-à-dire des critères d'engagement sur la qualité. Et c'est quelque chose qui est vraiment d'ordre, c'est pas un label, si vous voulez, comme avec des critères techniques, c'est avant tout un engagement pour aller vers une certaine idée de la qualité. C'est fondé, je reviens à ce que je vous disais sur la communication, essentiellement sur la valeur ajoutée humaine que l'on peut apporter, surtout la valeur ajoutée relationnelle. Quand un restaurant qui est sélectionné me dit « mais qu'est-ce que ça va m'apporter ?» sachant qu'on leur demande, une fois qu'ils sont sélectionnés, 1 € par jour, puisque nous refusons, en toute indépendance, nous refusons toute aide de l'agroalimentaire et toute aide de l'État ou des pouvoirs publics. Je pense qu'on est une des seules associations qui refusons ce type de subside, qui nous a été proposé d'ailleurs. Nous voulons rester indépendants. Et je leur dis, qu'est-ce que ça va vous apporter? C'est simple, rien. Rien que ce que vous allez y mettre vous-même. Et donc c'est l'engagement de chacun qui permet de développer ce mouvement. Et aujourd'hui, pour conclure sur ce point, nous sommes, au bout de 2 ou 3 ans, nous sommes 1500 restaurants et plus de 500 producteurs artisans de qualité. Et chaque mois, un certain nombre nous rejoignent. J'ai vérifié, vous êtes donc délégué général du Collège culinaire de France et je crois qu'on peut vous qualifier de conseiller très proche d'Alain Ducasse, c'est bien cela? C'est pas tout à fait, enfin, je n'ai pas de titre ni de prétention à ce niveau-là. Il se trouve que, parallèlement au Collège culinaire de France, il m'est apparu que la gastronomie représentait quelque chose qui, quelque part, dépassait la gastronomie, et que tout ça était en train d'évoluer. Et dans les discussions que j'ai pu avoir, l'échange informel avec Alain Ducasse, ce qui nous a réunis, c'est, à certains moments, un constat, c'est qu'en fait, il y a 2 éléments dans l'univers, enfin dans l'humanité, qui sont communs à tous les hommes. Le premier, c'est de manger. Tous les hommes doivent manger pour survivre. Le deuxième, et ce n'est pas au président de l'Institut de la Parole que je pense qu'il me dédiera, c'est de parler, c'est de communiquer. On ne peut pas ne pas parler. Le silence lui-même est un acte de communication. Donc ce sont les 2 éléments qui sont communs à l'ensemble de la planète. Donc, on nous sommes dit, là-dessus, il y a peut-être quelque chose à faire, sachant d'ailleurs, deuxième constat, qu'on n'a jamais eu autant, avec l'industrie justement, de nourriture à disposition, et on n'a jamais aussi mal mangé. Je parle d'une façon générale, je ne parle pas dans les restaurants gastronomiques ou autres, mais d'une façon générale, on pourra y revenir, on n'a jamais aussi mal mangé, parce qu'on est
complètement intoxiqués par un certain nombre de substances, de pesticides, etc., etc. Et de la même manière, en communication, on n'a jamais disposé d'autant d'outils de communication et on n'a jamais eu autant de mal à communiquer de façon interpersonnelle. C'est curieux, c'est sans doute pas un hasard que ces deux éléments fondamentaux aux hommes soient deux éléments qui se réunissent. Donc, sur cette base-là, nous avons commencé à discuter avec Alain Ducasse. Comment jugez-vous l'incroyable gloire médiatique de ces grands chefs ? À l'heure, depuis quelques années, on les voit partout, ils sont à la télévision. Vous ne trouvez pas tout de même que c'est beaucoup pour des grands chefs? Moi, je pense qu'on ne peut pas avoir de jugement de valeur, on peut simplement avoir un constat sur le fonctionnement de notre société. Notre société, c'est une banalité que de le dire, a perdu ses grandes structures de transcendance. L'a perdu, ou peut-être sommes-nous en transition, que ce soit la religion, que ce soit la philosophie, que ce soit l'idéologie politique, que ce soit toutes ces grandes idéologies qui faisaient que cela créait un lien sociétal. Et notre société, et l'humain a besoin de transcendance, a besoin d'idoles. Or aujourd'hui, les idoles sont les idoles médiatiques. Je dis toujours, on n'est plus reconnu pour ce qu'on a fait dans la vie, on est reconnu parce qu'on est reconnu dans la rue. Ce qui est quand même absolument extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, le fait d'être reconnu dans la rue, d'être médiatisé, fait que d'un seul coup, vous devenez une personnalité. Sauf que le contenu est très variable. Alors, c'est sans doute pas un hasard que les chefs soient devenus des personnalités médiatiques, puisque la nourriture est l'essence même qui est une nécessité et un lien entre les individus. Maintenant, c'est sans doute pas un hasard non plus que les chefs français soient parmi les plus connus, puisque la substance même et la particularité de notre pays, c'est d'avoir une multiplicité de territoires et une multiplicité de produits, sans doute sans aucun équivalent au monde. Donc, tout ça faisant qu'à un moment donné, mais je pense que tout ça reste quand même dans l'éphémère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des figures médiatiques qui montent et qui demain peuvent baisser. Par exemple, dans la gastronomie, je pense que les stars de demain seront les producteurs. Des producteurs qui sont investis, où derrière un produit de qualité, vous avez un producteur qui a une histoire extraordinaire à raconter. Vous avez écrit un livre avec Alain Ducasse qui s'appelle « Manger est un acte citoyen ». Je sais qu'il a beaucoup de succès, je l'ai lu, il est excellent, mais je vais vous poser quelques questions un petit peu brutales à son sujet. Est-ce qu'il n'est pas indécent aujourd'hui, alors que beaucoup de gens ne mangent pas à leur faim, de tout simplement ne pas dire « manger est fondamental » ? Si vous voulez, je pense que ça serait indécent, si je peux vous renvoyer la balle, de dire cela. Pourquoi manger est un acte citoyen me semble non seulement pas indécent, mais d'une nécessité vitale et qui est largement occultée aujourd'hui par des rapports de force que nous essayons de mettre en lumière. Parce que manger est une nécessité fondamentale, tout le monde est d'accord. Manger à sa faim, nous avons plus d'1 milliard de sous-nutris aujourd'hui et plus d'1 milliard de surnourris. Il y a un problème. Mais le problème, ce n'est pas simplement, comme disait De Gaulle à un moment donné quand on parlait de l'Europe, de sauter sur son siège en disant l'Europe, 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 ou c'est un scandale, c'est un scandale, c'est un scandale, c'est d'essayer de savoir pourquoi. C'est ça qui est important. Or, pourquoi? L'analyse que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, quand vous voyez que sur l'ensemble de la planète, 30% de ce qui est produit est jeté, et pourquoi c'est jeté? Gaspillage dans nos pays développés, surnourris, énorme, y compris dans les familles les plus modestes. Plusieurs études ont été faites, vous ouvrez des frigos, les dates de péremption sont caduques, on jette, y compris dans les familles les plus modestes, qui n'ont pas les moyens. Quand vous voyez ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui, où par exemple, vous allez acheter des haricots verts, je ne sais pas si ça vous arrive, Monsieur Budger, mais quand on achète des haricots verts, c'est très difficile de trouver autre chose que des haricots verts du Kenya, toute l'année. Ces haricots verts du Kenya, vous avez peut-être remarqué, qu'ils sont tous calibrés. C'est-à-dire, ils sont calibrés à une certaine forme, sinon ils ne sont pas commercialisés, parce que les industries qui sont derrière les calibrent avec des poids bien précis, avec des prix bien précis, ça ne va pas aux producteurs de base.
la quasi-totalité, c'est-à-dire en gros un tiers du haricot vert est jeté, alors que dans les cuisines habituelles, on peut tout à fait cuisiner la totalité. Et donc, il y a tout un mécanisme qui s'appelle l'industrialisation de la nourriture, qui pénalise les pauvres, qui pénalise aussi les gens riches, parce que les gens riches se nourrissent de plus en plus mal, conditionnés complètement par cette industrialisation de la nourriture. Les taux d'obésité explosent dans le monde. Cette industrialisation de la nourriture, c'est de ça dont il faut s'occuper, pas simplement de dire c'est un scandale, il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim, ou de leur donner de l'argent, ça ne sert à rien. On s'aperçoit que 7 millions d'hectares de terre, tous les ans, deviennent stériles sur la planète, parce que, saturés de pesticides, on ne pourra plus jamais les exploiter. Quand vous voyez que 200 fermes disparaissent chaque semaine en France, que 70 000 hectares sont totalement urbanisés et disparaissent pour la culture en France, quand vous voyez que des filières entières économiques et sociales détruisent des petits producteurs qui font de la qualité parce qu'ils ne peuvent pas rentrer dans le système économique. Prenez l'agriculture. Comment l'agriculture est structurée? Elle est structurée par des marchés qui font qu'on a fait s'endetter des gens pour produire encore plus. Le maître mot de l'agriculture, c'est la productivité. Nous avons augmenté de 40% la productivité en 30 ans de l'agriculture. Maintenant, nous ne pouvons plus aller plus loin, si ce n'est saturer un peu, comme des drogues, vous voyez, on drogue en plus la terre, donc on la stérilise totalement. Voilà ce qui est en train de se passer. Et donc cette destruction systématique, aujourd'hui, le système dans lequel nous sommes ne peut plus produire sans détruire plus qu'il ne produit. C'est de ça dont il faut s'occuper, parce que sinon, on continuera de courir en avant et nous allons tous dans le mur. Votre livre s'appelle « Manger est un acte citoyen ». Vous ne trouvez pas que le titre est un peu trop mêlé à l'alimentation, à ce qui est nécessaire, la politique, comme si c'était aussi fondamental qu'être citoyen, aller voter bientôt? Vous ne trouvez pas que c'est un peu beaucoup? Alors je pense que c'est totalement insuffisant. Au contraire, vous voyez, on ne sera pas forcément d'accord. Mais non, je pense que c'est totalement insuffisant parce que je ne sais pas si le titre peut véritablement donner la conscience de ce qu'on essaie de développer dans le... Il n'est pas suffisamment fort, à mon sens. D'aucuns le trouvent peut-être un peu trop abusif ou fort. Mais pourquoi? Parce que je pense que, d'une façon générale, nous sommes au bout de différents systèmes. Les élections auxquelles nous allons participer, on voit très bien que nous sommes au bout d'un système, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voit si on regarde ce qui s'est passé? Alors on peut toujours rêver sur l'avenir dans un même système. Là, je suis beaucoup plus dubitatif. Mais on voit que depuis un certain nombre d'années, toutes les politiques sont impuissantes. Elles ne changent pas grand-chose, que ce soit un bord ou l'autre. Toutes les promesses ne sont pas exécutées, décevantes, mais on est très amusé, évidemment, par ce casting médiatique permanent qui, un peu comme la Star Academy ou The Voice, nous amène des acteurs qui sont remarquables pour certains, et qui ne manquent pas d'ailleurs d'intelligence, mais ils sont impuissants parce qu'ils sont à l'intérieur d'un système. Or, je pense au contraire que si l'on prend conscience de ce que l'on mange et des effets que ce que l'on mange peut avoir sur sa santé, sur la santé de la planète, sur l'économique et le social et sur le culturel, on est beaucoup plus puissant si on se mobilise individuellement et collectivement sur cet axe-là que l'urne que l'on va mettre dimanche dans les isoloirs. Donc, est-ce que vous savez vraiment, Monsieur Bilger, où va aller le vote que vous allez faire et quel effet il va avoir? Moi, j'en doute, même si je vais voter de toute façon. Je pense qu'être citoyen aujourd'hui, c'est se prendre en charge. Et quelle est la meilleure façon de se prendre en charge, sans attendre de je ne sais quelle abstraction politique qu'on nous donne des solutions, qu'on ouvre la bouche pour nous les donner? Il faut se les choisir soi-même. Et choisir, c'est décider de manger autrement et d'agir par ce faire sur l'ensemble de notre avenir. Est-ce que vous comprenez tout de même que le combat que vous menez avec Alain Ducasse, et à cause peut-être de la présence de celui-ci, puisse apparaître comme un combat pour privilégier finalement, qui n'est pas prioritaire? Bien sûr, et vous avez tout à fait raison, parce que l'on vit, bien évidemment, par image et par caricature. Et on meurt de ça également.
on meurt de ça. Parce qu'on voit quelqu'un qui a réussi à développer plusieurs restaurants dans le monde, qui fait énormément de choses, et puis on se dit, ah ben voilà, ça c'est un privilégié, c'est un riche. Alain Ducasse, comme il le rappelle, pas assez souvent à mon goût, qui a commencé, qui est né dans une ferme en Chalosse, qui devait prendre la suite de ses parents, agriculteurs, a préféré au contraire s'orienter vers la cuisine. C'est quelque chose qui l'appelait, auquel il avait des aspirations. Et il est évident que ce qui est le plus marquant et qui définit pour moi l'homme qu'est Alain Ducasse, c'est quand il dit nous n'avions pas besoin de savoir ce que nous allions manger, simplement ma grand-mère nous disait bon ben il est 11h30, allons voir dans le jardin ce qu'on va manger à midi. Et donc on cueillait ce qui était mûr, et puis on avait un ou deux cochons, et avec ça on se nourrissait. Et d'ailleurs, disait-il, on ne mangeait que très peu de viande parce qu'il fallait aller au village, chez le boucher, on n'avait pas trop de moyens, et donc on était végétarien quelque part, par obligation. Et il disait très honnêtement aussi, mes parents n'avaient pas de pesticides, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'en acheter, tout simplement. Et donc ils mangeaient comme on va devoir manger demain si on veut survivre. Donc il a gardé ça en lui, et au contraire, c'est d'une humanité et d'une exemplarité pour moi phénoménale. Je vais continuer mes questions un peu démagogiques tout de même. J'imagine, je fais un rêve, demain Alain Ducasse porte l'étendard de la lutte contre la faim dans le monde. Je suis persuadé que vous seriez encore plus enthousiaste à ses côtés, non? Non, parce que aujourd'hui, je pense que vous savez, il y a tellement de combats face à l'évolution de notre société et de l'humanité. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la prise de conscience des gens qui sont surnourris que nous interpellons. Parce que la responsabilité que nous avons est phénoménale. C'est de nous, les gens surnourris, que viendra notre perte et la perte de l'humanité, ou justement, au contraire, une humanité qui, à travers des comportements différents, pourra continuer de s'étendre. Derrière vos questions, il y a en gros, il y a ceux qui n'ont pas de moyens, et il y a ceux qui sont confort et qui ont des moyens, donc c'est assez facile, comme il dit souvent. Autant il est facile de faire un menu à 400 € avec des produits de qualité dans un restaurant gastronomique, autant, et il s'occupe d'énormément de cantines, c'est une de ses activités, autant il est beaucoup plus difficile de faire de la qualité quand on vous donne un budget d'1,30 € pour nourrir des gamins en restauration collective et dans les cantines. Mais les deux sont impératifs et les deux sont nécessaires. Alors maintenant, sur ce point-là, il nous est souvent dit, c'est bien gentil tout ça, mais vous savez, il y a quand même quantité de gens qui ont très peu de moyens et qui, en fin de compte, ne peuvent pas se payer cette qualité. Et là, ça fait partie des impostures que nous efforçons de dénoncer dans le livre. C'est que, en fait, si vous voulez, moi j'ai toujours été, je vais poser la question de cette façon-là. Est-ce que vous trouvez normal, Monsieur Bilger, que des gens de faibles moyens doivent payer de l'eau au prix d'un steak de bonne qualité, au prix de la viande? Parce que c'est ce qui se passe. Les gens de faibles moyens, on les conditionne pour acheter à prix bas, à premier prix, et en fait, ils achètent en grande partie de l'eau. Ils achètent de l'eau parce que vous prenez 2 blancs de poulet, un dans un hypermarché. Ce blanc de poulet vient des poulets du Brésil qui sont élevés en batterie et qui arrivent sur le marché français moins cher que le poulet de la ferme d'à côté. Et vous prenez le poulet de la ferme d'à côté, vous mettez les 2 blancs de poulet dans 2 poêles différentes. Vous en avez un, celui du Brésil, qui va dégorger énormément d'eau. Donc celui qui a des difficultés économiques a acheté de l'eau. Il s'est fait totalement avoir. Mais pire que ça, il a en même temps consommé quelque chose qui va détruire sa santé. Donc il se fait avoir 2 fois. Et la troisième chose, c'est qu'il fait, en achetant, il fait souffrir un animal. On parle beaucoup de la souffrance animale, parce qu'on ne peut pas produire des éléments à bas prix de viande sans faire souffrir un animal. Ce n'est pas possible. Vous regardez les... Donc tout ça, ce sont des supercheries, et nous nous battons, oui, contre cette forme de bien-pensance en disant, mais il y a les pauvres qui meurent de faim,
Et puis, non, c'est justement à nous de décrypter les choses et de mettre chacun devant sa réalité. Vous ne pensez pas alors et sérieusement que dans la hiérarchie des tragédies du monde, la vôtre est tout de même, non pas dérisoire, mais infiniment moins grave que toutes les autres? Mais justement, pour moi, encore une fois, il n'y a aucun jugement de valeur. Et la hiérarchie des drames, je ne sais pas ce que c'est, parce que quand on vit un drame, d'où qu'on le vive, c'est un drame. Donc pour moi, il n'y a pas de hiérarchie des drames. Il n'y a que des drames, il y a des souffrances. Et il faut choisir, à certains moments, ce sur quoi on veut combattre. Et bien sûr, choisir de combattre sur quelque chose, c'est renoncer à combattre sur autre chose. Mais il y en a d'autres qui peuvent combattre sur autre chose. Chacun essaie de mener son combat. En tout cas, moi, c'est ce qui m'habite. Donc moi, j'ai choisi ce combat-là parce que je le trouve central, je le trouve important. Je ne le trouve pas forcément dans une hiérarchie plus importante que les autres. Mais simplement, quand vous avez des hommes authentiques, de bonne volonté, qui ont envie de s'engager, eh bien, allons-y. Absurdement, j'avais tendance à penser que le défaut de nourriture dans le monde était plus préoccupant que sa médiocrité ou sa surabondance. Alors non, là je pense que vous vous trompez, parce qu'il y a des statistiques très intéressantes qui montrent que les taux de pauvreté, depuis 10 ans, diminuent considérablement dans le monde. Considérablement. Comme d'autres choses, et c'est très difficile de dire ça aujourd'hui, nous venons d'avoir des attentats hier, et c'est dramatique, mais il est bien clair également, et ça peut être vite récupéré politiquement, ce que je veux dire, c'est que le taux de violence, dans les 10 dernières années, vous pouvez regarder toutes les statistiques qui ont été faites et recoupées par un certain nombre de chercheurs, a considérablement diminué, et nous avons dans les 10 dernières années eu les 10 dernières années les moins violentes depuis un siècle. Mais nous vivons autre chose. Et nous vivons, et c'est sans doute parce que nous sommes médiatisés en permanence, nous vivons une perception de la violence extrêmement forte. Et c'est vrai que hier, le policier qui a été tué, c'est une réalité de la violence. Mais c'est cette confusion entre l'individuel et le collectif qui est largement entretenu et qui permet d'abuser tout le monde. Votre livre, vous l'avez dit tout à l'heure, s'inscrit dans un projet politique au sens noble, au sens large. J'ai cru comprendre, en écoutant certaines de vos réponses, que vous avez une sorte de distance, voire de critique à l'égard de la politique classique. Est-ce que c'est exact ou pas? Non, je pense qu'il n'y a pas de société sans politique. Je pense que le système dans lequel nous sommes est à bout de souffle. Je ne prétends pas avoir la moindre solution pour pouvoir le résoudre. Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes de qualité à l'intérieur de ce système, et on le voit, qui, pour ceux qui veulent s'engager vraiment avec, semble-t-il, authenticité, ont beaucoup de mal. Parce que le système les ramène sur des réalités, sur une démagogie, sur un certain nombre de choses. Mon intuition, c'est que nous sommes dans une phase de transition, et que dans cette phase de transition, il y a un acteur majeur qui doit être mobilisé, c'est le citoyen en tant que tel, c'est-à-dire pas dans sa logique d'attendre quelque chose des autres, dans lequel on a bien entretenu les citoyens depuis les 30 ou 40 dernières années dans nos sociétés riches, d'attendre la solution venue d'ailleurs, mais elle ne viendra pas d'ailleurs, la solution, elle viendra de chacun d'entre nous, de faire en sorte que cette volonté justement de créer des choses, peut-être par petites unités sur des éléments qui nous paraissent essentiels, puisse faire générer des projets qui soient des vrais projets de transformation, et que de cette société civile, nous interpellions les politiques en disant, vous, politiques de métier, admettons qu'il faille des politiques de métier, je crois d'ailleurs, mettez en œuvre ces projets que nous avons générés, parce que ce sont des projets qui recueillent manifestement un consensus. Je ne crois pas, je crois de moins en moins dans la représentation, parce que la représentativité, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi la représentativité aujourd'hui? Quand on voit l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle est représentative de l'ensemble des Français? Je ne sais pas. C'est très difficile. Quand chaque individu est une entité aujourd'hui à elle seule, dans ses contradictions, dans ses orientations, dans ses vérités successives, que peut-on véritablement représenter si ce n'est de mobiliser l'individu face à sa responsabilité et son engagement, à titre personnel, et pas simplement en mettant un bulletin de vote
Est-ce que je peux résumer en disant qu'il me semble que vous croyez davantage aux œuvres de la base qu'au concept du sommet? Je crois que le sommet aujourd'hui, là aussi cette notion de sommet, de base, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais je crois que ceux qui sont dans la logique politique de conceptualisation des choses sont, c'est une évidence que de le dire, déconnectés d'une simple réalité, d'une réalité de tous les jours qui est difficile à appréhender parce qu'elle est multiforme, elle change en permanence. Je ne leur fais pas grief, je dis que le système ne fonctionne plus et qu'il faut trouver d'autres voies et il faut essayer d'autres voies. Est-ce que la grande force d'un Alain Ducasse avec vous n'est pas justement d'avoir des liens, des relations privilégiées avec les pouvoirs publics? C'est un homme connu dans le monde entier, dont la compétence est indiscutable. Est-ce que ça ne facilite pas votre entreprise? Alors, il est vrai que c'est l'apanage de la notoriété et en plus de ce qui a trait à la nourriture, qui intéresse, et surtout la nourriture à ces niveaux de maîtrise, comme peut les avoir Alain Ducasse, fait que une personne comme Alain Ducasse, mais pas que lui, d'autres dans l'univers de la gastronomie, peuvent avoir accès à n'importe quelle personnalité du monde politique, facilement, beaucoup plus facilement que d'autres. Mais ça ne change rien. C'est-à-dire que ça ne change pas le système. Et c'est pas ça dont il est question, justement. Dans les contacts qu'Alain Ducasse peut avoir avec des hommes politiques ou des femmes politiques de tous bords, il développe cette idée-là. Mais ça ne change pas le système, c'est sans aucune illusion. C'est simplement d'essayer de faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. En revanche, il faut faire. Alain Ducasse dit souvent il faut dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Et c'en est quand même la traduction la plus forte à travers tout ce qu'il a réalisé. Manger citoyen, alors là c'est une question que je pose à l'homme Christian Regoubi. C'est une philosophie, mais est-ce que ça demeure un plaisir chez vous? Dans ce que nous avons... nous terminons le livre sur, non pas une conclusion, mais un appel à formuler une déclaration universelle de la gastronomie humaniste. Ça peut sembler ambitieux, mais qu'est-ce que c'est en fait, hein? Je vais répondre à votre question. Qu'est-ce que c'est cette déclaration universelle de la gastronomie humaniste? C'est vouloir essayer d'initier un nouveau contrat social pour une vision du monde que nous avons, qui est de dire il y a une vision du monde qui peut être d'essayer de faire émerger une communauté internationale des terroirs et des hommes. C'est-à-dire à travers ce lien qu'est la nourriture et ce lien à la terre aussi, parce que ça reste notre élément nourricier premier, et ça le restera sans doute pendant encore des siècles, si l'humanité arrive à survivre, c'est quelque chose qui est fondamental. Donc parce que c'est quelque chose qui nous rattache à une réalité et à quelque chose qui nous interpelle tous les jours. Donc dans cette déclaration universelle, nous avons initié, parce que c'est pas absolu, 5 articles qui visent à définir un peu les droits fondamentaux de ce nouveau contrat social. Et donc, dans ces droits fondamentaux, dans ces 5 articles, le 5e article, c'est le droit à la convivialité et au plaisir à travers le lien social des repas. Retrouver cette notion parce que autour d'un déjeuner, autour d'un dîner, quelle que soit la forme, il n'est pas question forcément d'être compassé, se mettre autour d'une table. Vous avez des jeunes, ça peut être assis en rond, ça peut être plein de choses. Mais se réunir pour manger, c'est fondamental. C'est fondamental. De la même manière que nous voudrions initier, faire en sorte d'avoir le droit à l'école d'avoir obligatoirement des cours de cuisine. Pourquoi? Quand vous faites la cuisine, obligatoirement, vous avez quelque part une réflexion intérieure. Vous prenez avec vos mains des produits pour les assembler et pour, comme dit Ducasse, faire passer la nature en culture. Faire passer la nature en culture, c'est ça cuisiner quelque part. Mais quand vous faites ça, outre le développement personnel, on parle beaucoup de développement personnel aujourd'hui, mais cuisiner, c'est un développement personnel extraordinaire. Ça vous oblige à vous intéresser aux produits que vous avez découpés, que vous avez de voir quelle est la nature de ces produits, s'ils sont bons, s'ils ne sont pas bons, s'ils sentent bons, s'ils sentent mauvais. Et puis ça vous oblige de l'autre côté, en aval, à vous intéresser aux autres, parce que rarement vous faites de la cuisine uniquement pour vous. Vous la faites pour les autres, pour faire plaisir, pour échanger.
Vous-même, est-ce que vous savez cuisiner? Alors je ne prétends pas savoir cuisiner, surtout au regard des grands chefs, mais j'aime cuisiner, oui. Vous aimez cuisiner. Donc ce que vous m'avez dit là, Mais je vais épargner mes amis peut-être quelques... vous le vivez. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En vous écoutant, et parfois j'ai entendu Alain Ducasse à la télévision, rarement, parce qu'il vient rarement, j'ai l'impression que tous les deux, vous avez une qualité commune, c'est que vous êtes des optimistes et des hommes d'entreprise. Je suis frappé de voir qu'à aucun moment vous voulez dénoncer des choses, lutter contre des dysfonctionnements, mais vous paraissez inspiré par une sorte d'élan d'optimisme et c'est agréable de ne jamais entendre d'aigreur. Est-ce que je me trompe? Je crois que vous avez raison, mais je ne qualifierais peut-être pas d'optimisme ni de pessimisme. Je crois que ce qui nous importe, et là on se rejoint énormément avec Alain Ducasse, c'est une réalité que nous analysons. On ne lui porte pas de jugement de valeur. Par exemple, sur l'industrie agroalimentaire, ce que nous avons un certain nombre de convictions, nous ne pensons pas que ce système-là va pouvoir nous permettre d'ouvrir le monde, d'ouvrir la vie et de réaliser demain des progrès de l'humanité. Nous pensons au contraire qu'elle est dans une impasse. Mais notre but n'est pas de la stigmatiser, notre but est de dire qu'est-ce qu'on peut faire même pour les aider à moins détruire. En revanche, puisque nous ne croyons pas à cette finalité-là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour inventer une autre finalité ? Et c'est ça qui nous occupe. Donc ce qui nous occupe, c'est vrai que je crois que nous aimons entreprendre, et nous sommes plus, moi c'est beaucoup moins important, mais Alain Ducasse n'est pas un chef d'entreprise, c'est un entrepreneur. Il fait 3 fois le tour du monde par an, pour aller découvrir, comme il y a quelques mois, au fin fond de l'Amazonie, une petite parcelle de café qui, paraît-il, est extraordinaire. Bon, et ça le passionne. Et de là, bien évidemment, lui, comme il aime faire, il n'aime pas simplement constater. Il dit derrière, mais il faut faire quelque chose. Donc il entreprend. Donc souvent il a été caricaturé en disant mais c'est l'empire du cadre. Bien sûr, il a entrepris énormément de choses, il en a raté beaucoup, il le dit lui-même. Et puis comme il entreprend en permanence, bien sûr, beaucoup de choses se réalisent. C'est cela, c'est-à-dire au fond, est-ce qu'on peut encore le qualifier de grand chef ou simplement, et c'est énorme, d'immense entrepreneur? Alors je ne sais pas. Qu'est-ce que veut dire un grand chef? Est-ce que c'est un grand chef qui reste dans sa cuisine tout le temps? Ou est-ce que c'est comme lui, un chef qui, faisant 2 à 3 fois le tour du monde par an, va initier, va découvrir dans des cultures, des saveurs nouvelles, etc., un certain nombre de choses, et je l'ai vu pour le côtoyer depuis un certain nombre d'années, initier des recettes, des cuisines, des formes de cuisine dans chacun de ses restaurants. Donc il le dit lui-même, il est un directeur artistique de la cuisine, c'est-à-dire qu'il impulse quelque chose, ensuite ses équipes réalisent. Il dit lui-même, je serais capable sans doute de remplacer les chefs que j'ai mis en place au pied levé, mais mon trait serait moins fin que le leur. Voilà, mais voilà, c'est quelqu'un qui est très habité par la transmission. Donc, arriver au sommet de son art, c'est insuffisant pour lui. Qu'est-ce qu'il peut transmettre? Alain Ducasse a sans doute plusieurs centaines de cuisiniers qu'il a formés dans le monde, dont il continue à s'occuper, à qui il offre des opportunités de déplacement, etc. Il est complètement dans cette transmission permanente. J'ai l'impression que vous avez un rapport d'estime avec lui, voire d'admiration. Que trouve-t-il chez vous qu'il n'est pas? Je sais que c'est votre modestie. Non, c'est pas une question de modestie, mais je pense que c'est pas une question à laquelle je peux répondre. Je pense que seul lui pourrait le dire. C'est pas moi qui puis le dire. Non, je pense qu'il y a une vraie communauté d'esprit avec 2 sources évidemment totalement différentes, mais on se réunit sur, je pense, une vision commune du monde et sur des combats communs avec, comme il dit souvent, et ça j'adhère totalement, c'est pas que nous sommes plus géniaux que les autres, c'est que nous travaillons plus, c'est que nous nous donnons plus et nous nous passionnons plus. Alain Ducasse, c'est ça qui est fascinant chez lui, c'est une force de vie inextinguible. Elle est en permanence en ébullition. Donc c'est ça qui est fascinant, parce que Victor Hugo disait « Je suis une force qui va ». Je trouve que c'est magnifique
Il a connu, Alain Ducasse, je crois, il y a des années, une terrible épreuve. J'en parle parce qu'elle était publique. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Est-ce que ça n'est pas ça qui, probablement, lui a donné cette force de vie encore plus considérable? Moi, vous savez, je suis toujours extrêmement circonspect quant à faire des analyses psychologiques, etc. Mais il est certain que ça a marqué son parcours. Il a eu un accident, c'est rapporté dans le livre. Pour la première fois, il en parle vraiment. Il en a parlé déjà à plusieurs reprises, mais là, il en parle vraiment d'une manière assez intime, où il se rendait tout jeune déjà montant dans l'univers de la gastronomie. Il se rendait dans un restaurant avec un petit avion où il y avait 6 personnes et l'ensemble des personnes sont mortes. L'avion a eu un crash, sauf lui, et qui est resté dans la neige jusqu'au moment où il a vu, c'est raconté dans le livre, c'est d'ailleurs très intéressant, jusqu'au moment où il a vu arriver les secours. Alors évidemment, il a eu de multiples opérations, il est resté pendant des mois et des mois alité. Il était sur plusieurs projets à l'époque. Et ça l'a fait, évidemment, ça lui fait prendre par nécessité du recul. Et je pense que quand on se sort d'une épreuve comme ça, on est transformé, on n'est plus tout à fait comme nous pouvons l'être les uns les autres, quand on frôle d'aussi près la mort et qu'on en sort. Et donc, il a eu cette capacité à déléguer et à travailler, si vous voulez, avec de multiples personnes sans être forcément présent tous les jours à leur côté. Donc voilà, je pense que ça a été vraiment déterminant. Comme on le qualifie souvent, cette boulimie aussi qu'il a en lui, est liée certainement au fait que, moi pour le côtoyer, j'ai la sensation en une journée que Alain Ducasse vit plusieurs années de vie en une seule journée. C'est assez impressionnant, effectivement. Vous qui connaissez beaucoup de grands chefs, quels sont les sentiments dominants dans cet univers d'estime, de considération réciproque, de jalousie, d'envie, ou est-ce qu'en général, ce groupe relativement restreint se respecte, s'admire et au fond est complémentaire? D'abord, moi j'ai été frappé, c'est sans doute pas un hasard, de constater réellement, et c'est pas de la démagogie que de dire ça, que l'ensemble de ces grands chefs sont des hommes et des personnalités de grande valeur. Je pense que d'ailleurs, c'est pas un hasard, parce qu'on ne peut pas, quand on sait ce qu'il y a derrière le rideau, ce qu'il y a derrière les cuisines, le travail qu'il peut y avoir, et pas simplement le travail, le supplément d'âme qu'il faut donner, la transcendance personnelle qu'il faut avoir pour arriver au sommet et s'y maintenir, tous, d'où qu'ils viennent, sont des gens véritablement avec une dimension humaine exceptionnelle, réellement. Après, c'est l'humanité, chacun a un caractère différent, etc. Pour répondre à votre question, je crois réellement, profondément, par-delà les chicaneries, les choses, etc., souvent entretenues par les médias d'ailleurs, bien entretenues par les médias, je crois qu'il y a une réelle estime sur le respect lié à la rigueur, lié au professionnalisme, lié à l'admiration des réussites des uns et des autres sur le plan de la gastronomie, réellement. Après, le problème qu'il y a, mais je pense que c'est très français, c'est comment faire du collectif. Et on est un petit peu comme dans le village d'Astérix. C'était très bien capté par Goscinny et Uderzo. C'est-à-dire qu'on s'aime, mais en même temps on se tape dessus, et puis en même temps ça se termine autour d'une table. Et c'est formidable, et on fait la fête. Voilà, c'est ça. Donc c'est un univers profondément humain, avec tout ce que ça comporte. De force, de faiblesse, mais de vitalité. Voilà. On ne peut pas être dans cet univers-là sans être profondément vivant. Depuis quelques années, il y a beaucoup d'émissions sur la cuisine à la télévision avec des chefs, des compétitions. Il en pense quoi, Alain Ducasse, de tout cela? Lui, on ne le voit jamais, bien sûr. Non, il n'a jamais voulu participer à ces... Mais qu'en pense-t-il? Il trouve que c'est très bien, parce que il trouve que ce qui est très bien, c'est le fait que ça a donné à la cuisine et aux cuisiniers un certain statut. Vous savez,
quand un enfant disait dans une famille qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je vais être cuisinier. Ah bon? Mais tu sais pas faire quelque chose d'autre? C'était ça, et surtout en France. Donc le fait d'avoir montré aussi ce qu'étaient ces compétitions, c'est difficile. Bon, ça c'est un point extrêmement positif. Ça a permis aux parents de considérer que la cuisine, ce n'était pas simplement quelque chose de subalterne comme métier. Au contraire, c'est un métier qui monte de plus en plus. Bon. Donc ça, c'est un point très positif. Ce qui n'empêche que comme c'est un métier dur, vous avez très peu de jeunes qui viennent vraiment. Nous étions dans une interview des RFI avec Alain Ducasse il y a 3 jours, et la journaliste disait, mais il a demandé à Alain Ducasse, il y a combien d'emplois non pourvus dans votre univers? Et il répondait très justement, dans l'hôtellerie-restauration, il y a 50 000 emplois non couverts aujourd'hui, des demandes d'avoir un certain nombre de gens, et il n'y a pas de réponse. Bon. Et elle répondait, elle disait, oui, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est un métier épuisant. Et il disait, mais oui, et alors? Et alors? Ben oui, c'est difficile, c'est fatigant. Et alors? Et alors? Lorsque vous avez du temps, que vous êtes chez vous, Christian Regouby, quelles sont vos passions? Comment passez-vous votre temps quand vous avez un peu de temps libre? Quelles sont vos autres passions? Alors, c'est un peu particulier, j'ai tout le temps du temps libre. J'ai la sensation d'être tout le temps en temps libre. Je n'ai jamais eu l'impression, mais c'est peut-être lié à un caractère, j'en fais aucune gloriole, jamais eu l'impression de travailler. Bon. Et donc, ce qui fait que je travaille tout le temps. Voilà. Donc, je suis tout le temps en temps libre. Et je travaille tout le temps parce que ça me plaît. J'aime écrire, j'aime réfléchir, j'aime passer aussi du temps avec quelques amis chers, avec qui je peux vraiment dialoguer, ça me passionne beaucoup. Vous avez le temps de lire? Oui, j'ai le temps de lire, mais je lis beaucoup, mais je lis de différentes façons. Je lis en gros 2 à 3 livres par semaine, mais je ne les lis pas intégralement. Certains, je les parcours, d'autres, j'ai en permanence des livres qui, dans la semaine, je parcours, et en même temps des livres de fond. Voilà, c'est une façon de... Malheureusement, on arrive à la fin, Christian Regouby. Je voudrais juste vous poser une ultime question. J'ai le bonheur demain de déjeuner avec vous. Je me retrouve dans un restaurant, vous prenez du poisson avec un légume vert et moi je prends de l'andouillette avec des frites. Comment me qualifiez-vous? Ben de 2 choses l'une. Ou le plat que vous avez vous satisfait et vous êtes heureux, et donc vous êtes un homme heureux, et c'est la chose la plus importante dans la vie, ou vous êtes malheureux et vous culpabilisez de prendre votre andouillette. Et à ce moment-là, vous êtes un homme malheureux dans la vie. Donc moi, je pense que si vous voulez... Vous ne me considérez pas avec un œil réprobateur en disant « c'est un mort en sursis ». Non, d'abord parce que, heureusement d'ailleurs, on ne peut rien prévenir à ce niveau-là, et vous aurez toujours des gens qui boivent 10 litres de vin et qui meurent à 100 ans. Non, mais c'est pas ça. Je crois que il faut être conscient d'un certain nombre de choses. Derrière tout ça, pour conclure, c'est que moi, ce qui m'importe beaucoup, c'est la notion de liberté. J'ai vraiment la sensation, plus j'avance et plus j'ai creusé pour travailler sur le livre avec Alain Ducasse, j'ai l'impression que, si vous voulez, on vit dans un monde où on est, à travers justement, notamment ce que l'on mange, anesthésié avec énormément de douceur. Énormément de douceur. Donc on est petit à petit asservi, et ça je peux pas supporter. Je veux faire mes choix en pleine conscience. Après que quelqu'un se dise, moi j'ai très conscience de ce que je mange, de ce qu'il y a dans mon assiette, et je vais chez McDonald's tous les jours, je dis bravo. C'est simplement la pleine conscience. Mais on est lobotomisé. Ça, je ne peux pas. Et c'est pas des manipulations, ce ne sont pas des manipulations volontaires politiques, c'est des manipulations systémiques. Vous avez 30 000 lobbyistes à Bruxelles qui ne font que de travailler sur l'agroalimentaire. J'ai discuté avec une députée européenne qui m'a dit « c'est terrible, je reçois 250 mails par jour ».
me donnant des indications sur la loi que je dois faire. Je ne sais plus du tout où je suis. De plein d'experts qui se contredisent les uns les autres, etc. L'industrie agroalimentaire a dépensé en lobbying à Bruxelles 1 milliard d'euros en 3 ans. Voilà les forces auxquelles nous nous confrontons. Et ce ne sont même pas les hommes et les femmes qui sont à l'intérieur, parce que pour discuter avec eux, pour certains, au plus haut niveau de ces multinationales, ils sont totalement conscients de ça. Ils admettent totalement. Mais ils sont pris dans le système, où ils doivent démissionner, où ils ont une responsabilité par rapport à une hiérarchie dont le sommet est financier. Voilà. Donc, il faut faire avec, il faut regarder comment on peut faire évoluer le système, et puis à son petit niveau, peut-être choisir un combat. Vous m'avez totalement convaincu. Eh bien, dorénavant, quand je mangerai, je me dirai que je suis un citoyen. Merci. Voilà, merci. Merci. Merci.